on dit des planètes sœurs, mais enfin, effectivement, il ne faut pas y regarder de trop près, parce que la Terre, c'est une planète bleue, la planète océan. Mars, c'est plutôt la planète désert. La carte que vous avez... Ouais, je ne me suis pas appuyé sur le bon bouton. La carte que vous avez ici, de Mars, c'est une carte en altitude, c'est-à-dire que le bleu est en bas, et le rouge, jaune, blanc est en haut. Vous voyez tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle une dichotomie entre le nord qui est bas, de plusieurs kilomètres, et le haut. On s'est longtemps demandé si en fait ça, c'était pas la trace d'un ancien océan. Maintenant, on a des interprétations plus compliquées que ça, et on a écarté pratiquement cette hypothèse que cette partie basse était un ancien océan. Il y a une atmosphère sur Mars faible, seulement 7 millibars, donc ça fait un 150e de la pression terrestre. L'atmosphère est pratiquement en gaz carbonique pur, il y a un petit peu d'azote, mais cette atmosphère ténue suffit à engendrer des phénomènes atmosphériques, comme ici des nuages orographiques, des nuages qui se créent sur les hauteurs, ce sont des volcans, donc en fait ce sont des cirrus, des nuages de glace comme on a sur Terre. Il y a aussi au sol des petites tempêtes de poussière qui se déplacent, qu'on appelle des dust devils, qu'on rencontre aussi dans nos déserts chez nous, ou quelquefois même sur les plages en France. Et puis de temps en temps, il y a des grandes tempêtes de poussière qui envahissent pratiquement toute la planète Mars pour plusieurs semaines. Alors il y a de l'eau sur Mars, souvent la question est posée. Oui, ça fait des siècles qu'on sait qu'il y a de l'eau sur Mars parce qu'on a vu les pôles. Alors les astronomes ont vu très vite les pôles, ils n'avaient pas beaucoup d'imagination, ils ont pensé que c'était de la glace d'eau, et il se trouve qu'ils avaient raison. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il fait tellement froid l'hiver sur les calottes que c'est aussi le gaz carbonique qui se concentre dessus. Et en plus de la glace d'eau, pendant l'hiver, on a une couche de glace carbonique. Mais foncièrement, c'est de l'eau. Vous avez là une vue générale de la calotte. Vous avez ici des vues rapprochées qui montrent les différentes strates parce que la glace se déposait au fil des changements saisonniers avec de la poussière intermédiaire. Et vous avez là une image qui a été prise sous la sonde Phoenix qui s'est posée non pas sur la glace mais disons dans des régions comme ça, assez polaires. Et en fait le souffle de ces rétrofusées a enlevé 10 cm et elle est quasiment posée sur de la glace. Donc il y a aussi de la glace en sous-sol, pas loin autour des pôles, mais il semblerait quand même qu'on ait du mal à en trouver en sous-sol quand on s'éloigne des pôles. Une planète volcanique, enfin volcanique pas aujourd'hui, mais qui a été volcanique avec de très grands volcans de type hawaïen, lave extrêmement fluide. Ce que vous avez, c'est le volcan le plus gros, c'est Olympus Mons, là, qui fait 600 km de diamètre, donc c'est presque toute la France, ça, et 22 km de haut. Il y a d'autres volcans, comme on le voit ici. On a pu dater les derniers écoulements de lave avec le nombre de cratères météoritiques qu'il y a dessus, et on les évalue à 10 millions d'années. Ce qui veut dire que ça peut se rallumer. On a pour l'instant absolument pas vu d'éruption volcanique sur Mars depuis qu'on l'observe, mais ça n'est pas exclu qu'un volcan puisse se ranimer ces prochaines années. Des grandes vallées de débâcle. Ça, ce sont des écoulements d'eau très violents. On parle de milliers de fois l'Amazone, 100 000 fois l'Amazone au point de vue de débit, qui se produisent quand un point chaud se met à faire fondre la glace en sous-sol et qu'il y a des quantités d'eau qui s'écoulent sur une hauteur qui peut être de l'ordre de 50 mètres. Alors on a du mal à chiffrer. Est-ce que ça a duré une semaine? Est-ce que ça a duré 2 ans? On ne sait pas trop. Mais vous voyez très bien que ça a modelé le paysage avec ces formes de cratères en gouttes d'eau ici. Vous avez l'échelle, là c'est 1 kilomètre, là on est plutôt dans l'ordre de 10 km sur cette image. Donc ça, ce sont des écoulements absolument non permanents. Il y a eu des écoulements sans doute de plus longue durée qui ont créé des vallées qui ressemblent quand même assez nettement à ce qu'on trouve sur Terre. Vous voyez même une petite trace de dernière vallée ici. Là on est de l'ordre du kilomètre de large. Donc des écoulements plus longs. Probablement tout à fait au début de l'histoire de Mars. Je vais vous présenter une histoire de Mars après. On a des écoulements plus petits. Alors là on est à l'échelle de tout ça. La longueur c'est 500 mètres ou 1 kilomètre ici. Et on s'est aperçu que ces écoulements, ils vivaient encore. Alors comment ça peut s'écouler? Il y a des scénarios qui disent que ça pourrait s'écouler sous de la glace comme ici. Et les satellites en orbite ont même pu mettre en évidence des écoulements actuels, comme le montre cette image GIF animée ici, où on voit des écoulements se former sur les parois du cratère Newton. Alors l'ordre de grandeur, c'est 4 ou 5 images qui ont été prises sur presque 1 an d'intervalle. Et on voit que c'est encore actif. La question, c'est comment de l'eau peut couler sur Mars? Parce que
on est très près du point triple de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle peut être gazeuse ou solide, mais à peine liquide. Et puis surtout, la température est en général en dessous de 0 degré. Elle monte à environ 10-15 degrés par une belle journée d'été à l'équateur. Et pour faire couler de l'eau à moins 30 ou moins 40, il faudrait qu'elle soit extrêmement salée, et ça n'est pas impossible. On sait trouver des eaux très salées qui pourraient couler jusqu'à moins 40 ou moins 50 degrés. Donc je vous ai dit que je parlerai de l'histoire de Mars, c'est cette planche-là, avec une comparaison Mars-Terre. En gros, c'est la Terre. La particularité de cette échelle ici, c'est que c'est une échelle linéaire, c'est-à-dire qu'un milliard d'années récent est représenté à la même taille qu'un milliard d'années ancien. Donc on a toute l'histoire de la Terre, zoup, là, c'est 4 milliards 5. Tout ça, en linéaire. Alors en linéaire, on n'arrive même plus à représenter l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. On arrive juste à représenter l'ère secondaire, qui est représentée par un dinosaure, là, donc c'est dans les moins 200 millions d'années, l'ère primaire, et puis primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ne sont pas du tout les principales ères de la Terre en durée, puisqu'il y a eu trois autres ères avant, protérozoïques, archéens, adéens, qui composent la majeure partie, en fait, de l'histoire de la Terre en termes d'années. La Lune s'est créée très vite, par un choc d'un corps du genre Mars, a sans doute fortement contribué à la présence d'eau sur Terre en ressortant l'eau qui était à l'intérieur. On a les premières traces chimiques de vie, pas forcément complètement avérées, mais 3 milliards 8, 3 milliards 9. En fait, on comprend qu'il a suffi de quelques centaines de millions d'années pour passer d'une situation catastrophique à une situation où on a déjà des premiers microbes, les premières cellules sans noyau. Les premiers fossiles, vraiment fossiles, on les trouve plutôt à 3 milliards 4. Et puis après, il s'écoule 2 milliards d'années où la vie sur Terre n'est que de type bactéries, cellules sans noyau. Et on arrive aux cellules à noyau seulement à 1 milliard 8 à peu près. Et encore, il faut 1 milliard d'années après pour que les cellules à noyau s'organisent pour faire des organismes multicellulaires. Et c'est vers moins 500 millions d'années que, par multiplication de petites algues qui ont produit l'oxygène, que l'oxygène apparaît sur Terre. C'est-à-dire que pour nous, humains, l'atmosphère de la Terre sur toute cette période-là est irrespirable. On ne peut vivre sur Terre que depuis 500 millions d'années, et c'est là que la vie explose et qu'on a des formes de plus en plus évoluées. Alors, si on regarde Mars en face, l'histoire de Mars dans laquelle il y a un océan, une pression assez élevée, c'est les 5 ou 600 premiers millions d'années. Puis l'atmosphère disparaît. C'est intéressant à observer parce que c'est sans doute lié à la disparition du champ magnétique, lui-même lié à la disparition des mouvements internes dans le sous-sol de Mars, lié à la refroidissement de la planète qui est plus petite que la Terre. Et ces quelques centaines de millions d'années, on voit que c'est la même durée qui, sur Terre, a permis l'apparition des premières cellules sans noyau. Donc le raisonnement, c'est celui-là, c'est de dire, normalement, Mars a eu le temps d'arriver au stade des cellules sans noyau. Alors il y a quand même un point d'interrogation, parce qu'on n'en a absolument pas la preuve pour l'instant. Après, on a une histoire où il y a de l'eau encore, comme on a vu tout à l'heure, les grands écoulements, mais ce sont des écoulements sporadiques, c'est pas permanent. C'est de l'eau qui souvent est très salée, très acide, donc n'est pas forcément favorable à la vie. Le volcan Olympus Mons, que vous avez vu, il apparaît relativement tardivement à cette période-là. Alors pourquoi il est aussi grand? C'est parce que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a qu'une seule plaque, puisque ça s'est refroidi. Donc en fait, on n'a pas les chapelets de villes volcaniques qu'on a sur Terre, parce que la plaque se déplace au-dessus d'un point chaud qui crée des volcans au fur et à mesure. Là, sur Mars, le point chaud est toujours au même endroit. C'est pour ça qu'Olympus Mons est énorme, c'est que ça a craché tout le temps au même endroit. Alors maintenant, après avoir présenté Mars, je vais passer au voyage. Donc vous avez là à l'échelle correcte, l'orbite de Mars, c'est l'orbite de la Terre, donc 150 millions de kilomètres autour du Soleil. Mars, c'est dans les 220, orbite un peu elliptique, c'est pour ça qu'elle est de travers là. Quand on veut aller sur Mars, en fait, on prend de l'élan, on part de la Terre, et puis sur son élan, on monte dans le système solaire pendant 6 mois, et pour arriver Mars ici. En fait, il faut savoir que quand on arrive près de Mars, la vitesse du véhicule est plus faible que Mars. En fait, c'est Mars qui vous rattrape. Et il y a une différentielle de vitesse de l'ordre de 5 km par seconde qu'il va falloir freiner, c'est ce que je vais vous montrer.
Mais une fois que vous êtes là, si vous essayez de revenir vers la Terre en 6 mois, donc vous arriverez ici sur l'orbite de la Terre, et à ce moment-là, la Terre, elle n'est plus là, elle est de l'autre côté. Donc en fait, c'est raté. Il faut attendre 500 jours sur Mars avant d'entreprendre le voyage de retour pour trouver la Terre au rendez-vous ici. En termes d'astronautique, ce qui décrit la difficulté d'une mission, c'est le nombre de kilomètres par seconde que vous devez donner à votre satellite, à votre sonde. L'orbite géostationnaire, celle sur laquelle on envoie des satellites, j'allais dire tous les jours, pas tout à fait, mais presque, non, Ariane l'a encore fait il y a une semaine. Si on compte ce que le satellite rajoute pour se mettre sur l'orbite, c'est 11,7 km par seconde. L'atterrissage sur Mars, c'est seulement 11,5. Parce qu'en fait, on va pouvoir freiner cette vitesse de 5 km par seconde qu'on a à l'approche de Mars avec l'atmosphère. Donc on n'a pas besoin de freiner avec une fusée. Et le contre-exemple, c'est la Lune. La Lune, qui a pourtant une pesanteur beaucoup plus faible que Mars, n'a pas d'atmosphère. Vous êtes obligé de tout freiner en moteur fusée. Et quand vous faites le compte de tous les delta V, de tous les kilomètres par seconde que vous avez donné une fois que vous êtes atterri sur la Lune, vous êtes à 13,5. Donc c'est plus facile en termes d'énergie d'aller sur Mars que d'aller sur la Lune. La seule différence, c'est qu'il vous faut 3 jours pour aller sur la Lune et il vous faut 6 mois pour aller sur Mars. Alors l'aller-retour Terre-Lune, ce qu'ont fait les Apollo, ce qu'ont fait les retours d'échantillons, c'est 16,1. Par contre, étant donné que la pesanteur de Mars qui est de 0,38 comparée à la Lune 1/6, c'est plus dur de s'arracher de Mars. Et là, l'aller-retour Terre-Mars devient difficile puisqu'il faut faire 18. Donc c'est beaucoup plus, assez nettement plus. Comme la difficulté, ça monte presque au carré des vitesses. 2 km par seconde, c'est nettement plus dur que 16 plus 2, c'est nettement plus dur que 16. Alors il y a un petit joker, c'est l'aller-retour avec les satellites de Mars, Phobos ou Deimos. Comme ils ont très peu de gravité, un aller-retour Terre-Phobos ou Terre-Deimos ne demande que 14,7. Alors au départ de la Terre, on se met en orbite autour de la Terre à 8 km par seconde, et pour atteindre Mars, il faut environ 3,5 en plus à donner une fois que vous êtes déjà en orbite. Au fil des années, les missions se sont affinées. Là, on parle bien sûr que des missions réalistes, qui ont fait l'objet de calculs, pas de ce qu'on peut écrire des auteurs de science-fiction. Donc la première mission à correctement calculer, c'était celle de von Braun en 1950, où il devait mettre 37 000 tonnes en orbite autour de la Terre. Pour comparaison, la station, c'est 400-500 à peu près. Bon, il envoyait 70 astronautes. Donc ça explique aussi un peu pourquoi il y avait tant de masse, parce que la masse est à peu près proportionnelle au nombre d'astronautes qu'on veut envoyer. Alors, en étant plus réaliste et en passant à 5 ou 6 astronautes, dans les années 60, on était à 2000 tonnes à mettre en orbite autour de la Terre. En 90, on est arrivé à 400 tonnes. C'est-à-dire qu'en mettant en orbite autour de la Terre ce qu'est aujourd'hui la station orbitale, on peut faire une mission humaine martienne. Par comparaison, Ariane 5, c'est 20 tonnes. Alors pourquoi on a fait des progrès ? D'abord, on a maîtrisé hydrogène-oxygène liquide, ce qui n'était pas le cas du projet von Braun. Hydrogène et oxygène liquide sont maîtrisés depuis les missions lunaires, c'est ça qui a permis les missions lunaires, sinon on n'y serait pas arrivé. On a pensé freiner en arrivant près de Mars grâce à l'atmosphère, on gagne, on divise la masse encore par 2. Et puis le dernier joker qui a été inventé dans les années 90, c'est de dire on va se poser à vide de carburant et on va faire le plein sur Mars pour revenir sur Terre. Donc je vais vous expliquer ce scénario. Puis après on aura peut-être d'autres progrès en termes de propulsion. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Les États-Unis montrent la voie, bien souvent, avec quand même pas mal d'hésitations, de retour en arrière, mais ça avance, ça avance. Le vaisseau interplanétaire Orion, qui est une grosse cabine Apollo, il doit voler, ils en sont à octobre 2014, cette année, en inhabité, sur une fusée qui existe, la Delta Heavy. Ils développent leur lanceur lourd, 80-130 tonnes, qui devrait voler en 2018. C'est un lanceur lourd, très lourd, mais ça n'est pas plus gros que la Saturne V qui envoyait les hommes vers la Lune, donc c'est pas un progrès colossal. Le module, depuis 1 an et 2 ans, il est clair que le module de service de la cabine Orion, là, qui fournit l'énergie et la propulsion, il est européen, il est dérivé de la TV. Obama a dit nous irons d'abord visiter un astéroïde ou bien capturer un astéroïde petit et le ramener dans le voisinage de la Lune et on ira avec Orion, l'étudier. Et on sera autour de Mars, je dis bien autour de Mars, c'est-à-dire pas sur Mars, en 2030. Il faut voir qu'une mission, se mettre autour de Mars, c'est 2-3 fois plus simple.
en termes de masse à lancer autour de la Terre, que de faire une descente sur Mars et de remonter. Donc l'homme sur Mars, en plus on ne prend jamais de l'avance, pour l'instant c'est guère qu'avant 2040. Hein. Alors quels sont les différents scénarios de mission martienne possibles? Mars direct en propulsion chimique, classique, ça ne fait pas appel à de la propulsion avancée. DRA5, c'est ce qu'étudie la NASA, informellement, qui fait appel à la propulsion nucléaire. Et puis il y a des projets en propulsion électrique. Je vais juste vous présenter rapidement les trois types de scénarios. Le problème, c'est qu'on a du mal à présenter un voyage type martien parce qu'il y a plusieurs étapes dans un voyage martien. Et à chaque étape, on peut utiliser une propulsion différente. Pas toujours. Par exemple, la première étape, c'est quitter la Terre. Quitter la Terre, il n'y a rien à faire, il faut une fusée classique, propulsion chimique. Mais une fois que vous êtes en orbite autour de la Terre, et qu'il faut donner les 3 km par seconde en plus, là, l'éventail s'ouvre. Soit on utilise une fusée normale, soit du nucléaire, soit de l'électrique. Pareil, on approche de Mars, on peut freiner en chimique, on peut freiner avec l'atmosphère. On se pose sur Mars, là, il n'y a pas trop le choix. À la fin, je vous donnerai un exemple précis avec l'atterrissage de Curiosity. On redécolle de Mars, il faut du chimique. On est en orbite autour de Mars, à nouveau, ça s'ouvre. Alors, suivant la propulsion que vous choisissez à chaque étape, vous avez un scénario différent de mission martienne. Enfin, je vais vous en expliquer 3 quand même. Alors, le premier, le plus simple, ou du moins celui qui fait appel aux techniques les plus simples, c'est Mars direct. Je vous ai dit que l'idée, c'était de faire le carburant de retour sur place. Pour faire le carburant de retour sur place, le scénario, c'est de d'amener 6 tonnes d'hydrogène depuis la Terre. On se pose sur Mars avec, et on fait réagir l'hydrogène avec, rappelez-vous, je vous ai dit que l'atmosphère est en gaz carbonique. Donc on fait réagir avec le gaz carbonique, et ça fait du méthane et de l'oxygène. Et surtout, on a un gain colossal, parce qu'on est arrivé avec 6 tonnes, et on a fabriqué 116 tonnes. C'est ça qui permet d'assurer le retour. Alors, on ne va pas envoyer les gens dès la première mission avec un vaisseau vide en disant débrouillez-vous pour le remplir. L'idée, c'est d'envoyer d'abord un vaisseau automatique qui va se poser, qui est aussi le véhicule de retour, qui est aussi la petite usine de production, qui va se remplir tranquillement de carburant pendant qu'on le regarde sur Terre. Et 2 ans après, parce qu'on peut partir vers Mars que quand on est à nouveau dans la position correcte des planètes que je vous ai montré au début, 2 ans après, on envoie les hommes en étant assuré que le vaisseau de retour est plein. Puis comme on n'est pas sûr que le vaisseau de retour ne va pas se vider pendant le voyage aller des hommes, ben on envoie en parallèle avec les hommes à nouveau le même vaisseau que celui qui était parti en premier. C'est-à-dire que si celui-là s'est vidé pendant ce temps-là, ils feront le plein pendant qu'ils seront sur place. Pour faire le plein, il faut 6 mois, les hommes sont obligés de rester 500 jours, donc c'est compatible. Et puis si ce vaisseau n'est pas utilisé, il servira à la mission suivante, et ainsi de suite. Alors il y a quelques... Je n'ai pas présenté toutes les difficultés d'un voyage martien. Il y en a une qui est souvent avancée, c'est les radiations. Donc ça, on est en train de travailler dessus. Curiosity a mesuré à nouveau les radiations sur le trajet, il les mesure aussi au sol. On estime actuellement que sur une mission de 2h30, une mission totale, on aura une dose de 70 rem qui est plus faible, un peu plus faible que celle qui est autorisée à un travailleur du nucléaire sur toute sa vie, qui est de 100 à 400 rem. Pour que ce soit aussi faible, il faut quand même que lorsqu'il y a des éruptions solaires, on se réfugie dans une partie centrale de l'habitat qui sera protégée par 15 ou 20 cm d'eau. Pendant quelques heures, une journée maximum, l'éruption solaire peut envoyer des radiations qui sont dangereuses pour l'homme. Et puis dès que l'alerte est terminée, on ressort. Ça montre une vue de ce que serait le vaisseau et de transfert, et dans la plupart des cas aussi d'habitat sur Mars. C'est environ 8 mètres de diamètre, donc c'est quand même assez spacieux. Alors on parle aussi beaucoup de la microgravité. On va rester 6 mois en apesanteur, après on arrive sur Mars, on n'est pas tout à fait en état de faire des efforts. L'idée, c'est quand même de faire de l'apesanteur artificielle en faisant tourner l'habitat au bout d'un câble accroché à l'étage de la fusée qui ne sert plus à rien à ce moment-là. Et ça, par force centrifuge, ça fait une gravité. Et en tant qu'association Planète Mars, on a travaillé avec une équipe de Centrale Lille qui ont fait un démonstrateur de cette mise en rotation et qui ont volé à bord de l'Airbus 0G le 9 octobre 2013, vous voyez, c'est tout récent. Et là, ce sont les 3 jeunes ont volé à bord et font cette démonstration de mise en rotation sur cette maquette. Alors du côté NASA, ils penchent plutôt pour la propulsion nucléaire. L'inconvénient, c'est qu'il faut la mettre au point.
ou la remettre au point. Dans les années 60, les Russes et les Américains, jusqu'au début des années 70, avaient travaillé sur cette propulsion, avaient même fait des essais de longue durée. Les Américains sont montés à 90 tonnes de poussée pendant 1 heure. Alors qu'est-ce que c'est que la propulsion nucléaire? En fait, le réacteur nucléaire, comme dans nos centrales d'ailleurs, il sert de chauffage. C'est un machin qui chauffe, et on fait passer de l'hydrogène dedans, et on éjecte l'hydrogène par une tuyère normale. L'intérêt, c'est que vous avez la même poussée qu'un moteur fusée classique pour 2 fois moins de débit. Il y a des inconvénients, c'est que le réacteur est plus lourd qu'un moteur fusée, c'est qu'il n'y a que de l'hydrogène. Alors l'hydrogène demande des très grands réservoirs, c'est qu'en plus, un moteur nucléaire, vous ne le faites pas partir trop près en orbite trop basse, parce que si jamais au bout d'1 minute, vous êtes obligé de l'arrêter, il va être radioactif, il va vous retomber dessus en 20 ou 30 ans plus tard, il sera encore radioactif. Donc pour démarrer, il faut être sur une orbite assez haute pour qu'il n'y ait pas de risque de retomber. Et être sur une orbite haute, c'est aussi un handicap. Donc voilà une vue du vaisseau habité de la NASA. Au total, ils ont besoin de 7 lancements pour assurer leur mission. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré sur Mars Direct qu'il y avait 3 vols. Un vol pour le véhicule de retour, un vol pour les hommes, et un 3e vol pour le véhicule de redondance. Là, il leur faut 7 vols, ne serait-ce que pour... Donc, ils préparent également le terrain en envoyant des choses autour de Mars et sur Mars. Ça, c'est le vaisseau habité. Il faut déjà 3 vols pour le constituer. Ça, c'est un vol du lanceur lourd. 2e réservoir d'hydrogène, c'est un vol du lanceur lourd. L'habitat, c'est un 3e vol du lanceur lourd. L'intérêt, c'est qu'ils ont assez de carburant pour ne pas se poser sur Mars, rester en orbite et repartir vers la Terre. Alors que dans le scénario Mars Direct, votre seule issue, c'est d'atterrir sur Mars pour trouver le vaisseau plein de carburant qui va vous ramener. Donc c'est obligatoirement un atterrissage sur Mars. Là, ils peuvent se passer de l'atterrissage sur Mars. D'où, c'est pour ça qu'il est plus lourd aussi et qu'il faut plus de lancements. Et puis il y a la propulsion électrique qui est intéressante parce qu'elle, elle se développe. Je vous ai dit que tout le monde avait arrêté de travailler sur la propulsion nucléaire. Par contre, tout le monde continue à travailler sur la propulsion électrique parce que les propulseurs électriques, maintenant, il y en a de plus en plus à bord de nos satellites de télécommunications. En opérationnel, on est entre 1 et 5 kW. Alors on ne parle plus en poussée, on parle en kilowatts, la question de puissance qui reviendrait. À titre expérimental, on est à 20 kW. SNECMA, qui est mon ancienne société, a essayé il y a 2 ans du 20 kW. Alors le problème, c'est la poussée. 20 kW, c'est 1 newton de poussée. 1 newton, c'est 100 grammes. 20 kW, 100 grammes. Bon, c'est un moteur qui peut fonctionner des milliers et des milliers d'heures. Mais c'est quand même des poussées extrêmement faibles. Et alors surtout, la propulsion fusée classique, l'énergie, elle est produite par la combustion. Le moteur nucléaire, c'est le réacteur nucléaire. Là, pour faire cette propulsion électrique, alors j'ai oublié de la décrire, c'est on a des ions et on les lance avec un champ électrique. On les accélère avec un champ électrique. Il faut de l'énergie quelque part. Et pour avoir de l'énergie, soit vous avez des panneaux solaires, soit vous avez un réacteur nucléaire. Alors les panneaux solaires, ça ira bien jusqu'à 300 kW. Encore, les panneaux de la station, c'est du 100 kW et ils sont énormes. Alors maintenant, on s'améliore quand même sur les panneaux solaires. Donc le problème, c'est le poids de la source de puissance. Aujourd'hui, en nucléaire, par exemple, on peut faire du 15 ou 20 kg par kilowatt. Donc 20 kg par kilowatt, ça veut dire que si vous avez un propulseur d'1 mégawatt, il fait déjà 20 tonnes. On a vu dans la presse, il y a un an ou deux, faire Mars en 3 mois. Avec le moteur, c'était possible, mais le problème, c'était quelle est la source de puissance qui va alimenter ce moteur. Et si vous regardez la puissance qu'il demandait, en calculant avec les moyens d'aujourd'hui, la source de puissance, elle aurait fait 100 tonnes. Alors à un moment, à quoi ça sert d'avoir une source de puissance de 100 tonnes pour économiser 3 tonnes de carburant? Ça n'a plus de sens. Donc vraiment, la clé de la propulsion électrique, c'est combien il vous faut de kilos pour faire 1 kilowatt. Et tant qu'il n'y aura pas des progrès sur kilo par kilowatt, il n'y aura pas de grands progrès sur la propulsion électrique. Alors pour vous montrer quelques exemples, on n'est pas forcé de tout faire en propulsion électrique. On peut en propulsion électrique monter progressivement l'orbite autour de la Terre sans les hommes à bord, tranquillement pendant 1 an. Et puis quand on est presque sur le point de partir, on envoie les hommes sur un petit vaisseau. Et ils s'élancent en chimique. Ça permet de gagner un peu sur la masse d'une mission humaine. Alors vous voyez, 1 mégawatt, c'est 60 newtons, donc ça fait 6 kilos. 10 mégawatts, ça fait 60 kilos de poussée. Il y a des gens qui prévoient des voyages tout en électrique,
donc dans des puissances qui sont de l'ordre du mégawatt, 10 mégawatts. Et soit vous prenez des panneaux solaires qui vont être absolument énormes. Le vaisseau qui est ici au centre, il fait 10 mètres de diamètre là. Donc ça vous donne une idée. Ou vous prenez un réacteur nucléaire pour faire de l'électricité, mais un réacteur nucléaire c'est quelque chose qui vous fait de l'électricité, c'est une machine thermique, in fine, avec une source chaude, qui est le réacteur, et une source froide. Sur Terre, nos centrales, elles sont à côté de rivières, elles sont à côté de la mer, c'est ça qui fournit la source froide. Dans l'espace, la source froide, c'est un radiateur qui irradie vers l'espace. Et là, vous avez donc un exemple comme ça, donc il n'y a plus besoin de la surface des panneaux solaires, mais vous avez une surface de radiateur qui est aussi importante que si vous aviez des panneaux solaires. Puisque là, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est 160 mètres de long sur 102 mètres de large. En plus, vous avez dû lancer ça dans une fusée qui fait 10 mètres de diamètre, donc il faut déplier votre radiateur, qu'il n'ait pas trop de fuite, etc. Bon, en attendant l'homme, l'exploration robotique continue. Ça, c'est le statut de ce qu'il y a aujourd'hui en opérationnel autour de Mars. 3 sondes en orbite, dont une européenne, Mars Express. 2 rovers sur Mars. Alors, tout le monde a entendu parler de Curiosity, mais on parle moins d'Opportunity, qui est le précédent, qui est là depuis 10 ans et qui fonctionne toujours. Donc, il y a 2 rovers en opération sur Mars. Et puis, un certain nombre de missions à venir. Curiosity, je vais vous en parler plus en détail. Les Russes ont raté une mission qui aurait été intéressante, c'était d'aller sur Phobos, se poser, ramener des échantillons, parce que leur fusée est restée coincée en orbite autour de la Terre. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, l'aller-retour Terre-Phobos, finalement, c'est pas si cher que ça, 14,7 km par seconde, on peut le faire assez facilement. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et ils espéraient même ramener des morceaux de Mars, parce qu'on pense que vu les impacts météoritiques, il y a plein de bouts de Mars qui sont retombés sur Phobos. Alors je passe à Curiosity. Le CNES a réalisé une maquette à l'échelle 1 de Curiosity avec des élèves d'école de la région de Toulouse qui exposent dans certains endroits. Et là, c'est amusant, c'est que nous, en tant que Planète Mars, on avait aussi un stand à cette journée spatiale, week-end spatial de Saint-Maximin à Sainte-Baume en 2011. Et quand le CNES et moi, on a commencé à démonter nos stands, j'ai fait un créneau avec ma voiture à côté de la maquette échelle 1 de Curiosity. Donc ça vous permet de voir la taille de Curiosity à cause d'un CNX qu'on voit assez rarement en image. Donc vous voyez que la caméra est plus haute que le toit, et puis la largeur, enfin là, même ici, la largeur, l'empattement est plus large. Et ça, on est sur Mars, ça y est, il s'est posé au mois d'août 2012. Alors il s'est posé d'une manière assez intéressante, classique au début, pas tout à fait classique à la fin, mais qui pourrait finalement bien représenter ce que serait l'atterrissage d'un module avec des hommes à bord. Donc au début, on arrive, on freine dans l'atmosphère martienne. Pour la première fois, ils ont piloté la rentrée. C'est-à-dire que c'est un cône, là, c'est parfaitement symétrique, mais le centre de gravité, il n'était pas au centre du cône. Donc en fait, il descendait un peu incliné d'un côté ou de l'autre. Alors quand vous voyez que vous êtes trop court, vous mettez en portance, donc ça va aller plus loin. Si vous voyez que vous êtes trop haut, vous retournez le truc de 180 degrés, et puis il a une portance vers le bas. Et puis gauche à droite, pareil. Donc ils ont pu se poser pour la première fois à 2 km du point prévu, alors que d'habitude, on était plutôt dans les 30 ou 40 km d'incertitude. Après, on ouvre un parachute en supersonique, on est en vitesse supersonique, donc c'est quand même pas un parachute classique. On freine en parachute autant qu'on peut. Rappelez-vous, l'atmosphère martienne, elle n'est pas dense du tout. En parachute, on va se retrouver à 50 mètres par seconde au plus bas, 50-80 mètres par seconde. En 30 mètres par seconde, c'est 100 km/h, ça veut dire 60 mètres par seconde, c'est 200 km/h. Donc à 200 km/h, vous ne pouvez pas vous poser tel quel. Et donc, en finale, il faut toujours un petit peu de moteur fusée. Et là, ils ont innové en utilisant ce qu'ils appellent la grue Skycrane, c'est-à-dire que le dispositif de freinage fusée était au-dessus du rover Curiosity, freinait, et puis quand ils sont arrivés à une certaine hauteur, il a fait l'hélicoptère, il est resté stable, et il a descendu Curiosity au bout de câbles d'une dizaine de mètres de long. Puis après, on se sépare et le truc se déplace sur le côté pour ne pas bêtement retomber sur le rover, ce qui serait gênant pour la mission. Où est-ce qu'ils se sont posés? Dans le cratère Gale, qui est assez intéressant par rapport à toutes les missions précédentes. C'est le site le plus ancien sur lequel on est posé un véhicule sur Mars. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai montrée, en disant les premiers 500 millions d'années, il y avait de l'eau. Jusqu'à présent, ils ne s'étaient pas posés sur des terrains qui avaient vécu cette époque-là.
Là, c'est à peu près le cas, puisqu'il a 3,6 milliards à peu près, 3,7 milliards, ce cratère. Ils sont au niveau de la petite croix, là, et l'objectif, ils voulaient aller explorer cette montagne centrale, qui est sans doute beaucoup liée au dépôt éolien, et dans lequel il y a bien dû avoir de la glace ou quelque chose, puisqu'on voit des vallées. Et il est en route pour aller à l'entrée de cette vallée-là. Il y a une autre vallée, qui est ici sur le côté, je vous l'ai agrandie pour qu'on la voit bien. Ça, c'est la vallée vers laquelle ils vont. J'aurai d'autres images un peu plus loin. Celle-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a envoyé ses alluvions jusqu'à l'endroit où se trouve le point d'atterrissage de Curiosity, et il est tombé sur ces alluvions, effectivement. On va voir ça sur l'image suivante. Oui. Donc voilà les reliquats de cet écoulement qui venait de cette vallée. C'est ce qu'on appelle donc du poudingue sur Terre, c'est des petits galets qui, au fil du temps, ont été cimentés dans le sable. Et vous avez deux images comparatives, le poudingue martien et le poudingue terrestre. Ça ressemble à on dirait un trottoir de béton basculé. Bon, je ne vais pas vous décrire tous les instruments de Curiosity, ça c'est la vue totale, simplement pour rappeler que la France a un rôle très important dans deux instruments, le Chemcam et SAM. Chemcam, c'est un laser qui tire jusqu'à 5-6 mètres de distance, qui vaporise la roche très très localement, et du coup, ayant fait un gaz, on peut l'analyser au spectro et voir en quoi il est. Ça dégrossit les premières analyses. L'instrument beaucoup plus fin, c'est SAM, qui a un chromatographe en phase gazeuse. Donc c'est lui qui a été fait par les laboratoires français, l'Atmos et l'ISA. Et donc c'est un instrument qui est franco-américain. Mais voilà, la France a mis à peu près 60 millions d'euros dans une mission qui en vaut 2 milliards. Et donc c'est pas un si mauvais investissement, quoi. Il y a un an, juste à peu près, il avait fait son premier trou, mis la poudre trouvée en analyse dans le SAM. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'eau qu'il y avait à cette époque-là, il y a 3,5 milliards d'années, 3,7, n'était ni salée ni acide. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'après la première période initiale de Mars, il y a eu une période où il y a eu aussi de l'eau, mais avec des volcans qui crachaient, donc on avait de l'eau assez acide, de l'eau salée, pas forcément très apte à maintenir la vie. Donc là, le cratère Gale, il avait une eau propice à la vie. Mais on n'a pas détecté de molécules organiques pour l'instant. Curiosity, après avoir passé longtemps dans cette zone-là, puisqu'il a passé plus d'1 an dans une zone qui était intéressante, où ils ont justement trouvé ces alluvions, il a enfin pris sa route au début de l'automne pour aller vers la vallée qui descend de... Vous ne voyez pas, mais la montagne centrale, elle est ici en bas à droite. Hein. Donc il a, vous voyez, environ 8 km à faire. Il est à peu près au milieu en ce moment. En haut, vous avez une vue d'ensemble de la montagne centrale, du mont Sharp, et on voit très bien, depuis le début d'ailleurs, la vallée vers laquelle il va. Vous voyez une toute petite montagne là, elle est ici. C'est une photo qui a été prise presque au début de son arrivée. La vallée, elle descend ici, et on devine un éventail alluvionnaire là en blanc, des alluvions qui sont descendus de la vallée. C'est cette vallée qu'on voit depuis l'orbite ici. Et d'ailleurs, cette montagne, la montagne que vous voyez là, c'est celle-ci. Donc on arrive à très bien corréler ce qu'on voit depuis le sol et ce qu'on voit en bas, ce qu'on voit en orbite. Là, c'est une image GIF animée d'une petite dune qu'il a franchie il y a quelques semaines. Il arrive à se prendre en photo lui-même au bout du bras. Il n'y a pas de trucage, bien sûr. Alors, ce qui manque, c'est la caméra elle-même. Elle ne peut pas se photographier, mais il reconstitue une mosaïque d'images comme ça. Le problème qu'ils ont depuis plusieurs mois, c'est que les roues s'usent. Les roues ont des trous normaux. Ça, c'est des trous normaux. Et d'ailleurs, c'est des trous qui, quand le rover roule par terre, laissent en morse le signe JPL, Jet Propulsion Laboratory, dans le sol. Donc ça, c'est les trous normaux. Mais ça, c'est pas un trou normal. On voit le jour à travers, là, et ça, c'est pas normal. Et c'est parce qu'ils passent sur des cailloux assez hérissés, comme ça. Et depuis plusieurs semaines, ils prennent soin de le faire passer plutôt sur des zones sableuses pour éviter que les roues ne se détériorent plus. J'ai vu récemment, ils ont fait des essais au JPL en cassant des roues volontairement beaucoup plus que ça. Et apparemment, ça continue à marcher. Donc, ils ont une certaine marge, mais on n'a pas rencontré ce genre d'usure sur l'Opportunity, le rover Opportunity qui est là depuis 10 ans. Alors maintenant, je vais vous parler une seule planche à chaque fois de chaque sonde encore en opération autour de Mars. Ça, c'est l'européenne,
qui marche toujours depuis 10 ans, elle est arrivée en même temps qu'Opportunity, qui a produit quelques belles images comme ce lac de glace. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par les trucs ésotériques, la face de Sidonia. Les gens avaient vu dans une photo viking, ils avaient cru voir une sculpture géante d'un visage de martien sur le sol. Alors vu sous un autre angle, ça paraît plus naturel. C'est quand même de l'ordre de plusieurs kilomètres comme sculpture. Là, ce sont des tubes de lave effondrés, la lave a coulé. Là, c'est l'instrument Omega de Curiosity qui détecte la nature minérale des choses. Et en bleu, ce n'est pas la vraie couleur, c'est juste pour montrer là où se trouve l'argile. Et l'argile, c'est ce qu'on trouve quand il y a de l'eau qui reste longtemps en présence de roches volcaniques, comme le basalte. Et vous voyez que, je vous disais qu'on a renoncé à l'océan qui était dans le creux, parce que l'argile, on le trouve en hauteur. Donc les traces d'un ancien océan martien, ou d'anciens lacs martiens, elles sont maintenant en hauteur, parce que la surface s'est déformée. Comme chez nous, les falaises de craie autour de la Seine, c'était des fonds marins. Donc, Opportunity, c'est le petit rover qui continue ça après 10 ans. Il est en train de monter cette pente-là. Il est en bordure d'un cratère comme ça. Il est en train de monter cette pente. Il est aussi au contact d'argile. Mars Reconnaissance Orbiter, c'est un satellite américain aux capacités extraordinaires. Comme un satellite espion, il arrive à voir les rovers au sol. Vous avez même l'ombre de la caméra, là, du bras qui porte la caméra. Et c'est pas Curiosity, là, c'est pas le gros, c'est le petit Opportunity. Il arrivait à photographier les sondes en train de descendre sous parachute pour se poser. C'était Phoenix, là. Il a trouvé des espèces de pas d'Irak qui sont pas des pas d'Irak, en sens que c'est pas l'eau qui a dissous le calcaire, mais sans doute des ébans volcaniques. Alors je vais passer maintenant au Mars Society. La Mars Society a été fondée aux États-Unis par Zubrin. C'est celui qui a étudié justement le scénario de fabrication du carburant de retour sur place. Et puis il y a des associations parentes dans tout le monde. Nous, on est l'association française, créée en 99, 140 membres. Et puis notre objectif, c'est de faire de la promotion. Donc en particulier, on a un beau livre qu'on a en vente sur le stand. Et de temps en temps, comme la Mars Society, on participe à des opérations de simulation sur Terre. C'est quand même plus facile que d'aller dans l'espace. Et la Mars Society a fait 2 habitats de simulation dans l'Utah et dans le Grand Nord canadien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 simulations dans l'Utah en 2002 et 2006. Alors, on n'y reste pas 500 jours, on met 15 jours. On sort dehors et on opère avec des faux scaphandres, mais qui essaient de vous handicaper comme si vous aviez un vrai scaphandre. Et puis la NASA aussi se met à faire des simulations. Il y a des simulations sous l'eau. À Hawaï, une simulation récemment. Vous avez tous entendu parler de Mars 500 à Moscou il y a 2 ans maintenant, qui était une opération plutôt d'enfermement que d'exploration. Alors, ces simulations, elles servent à voir comment on fait de la science sur une planète, quelles sont les stratégies d'exploration, comment il faut adapter les outils. Nous, l'association Planète Mars, on a développé un petit véhicule à roues comme ça, qui se manipule manuellement, qui est destiné à aller observer les falaises. Pour arriver à voir ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années, soit vous faites un trou dans le sol de 50 mètres, soit vous trouvez une belle falaise verticale et vous allez étudier les strates, comme on voit ici. Et donc ce véhicule, c'est en fait, ce qu'on expérimente, c'est un véhicule tout-terrain qui puisse passer sur tout un tas de terrains chaotiques, qu'on puisse remonter sans difficulté au-dessus d'un surplomb, etc. C'est vous là-haut Moi, je suis là, ouais. Et puis là, je crois, ou là, je ne sais plus. Donc l'habitat qui est dans l'Utah, il ressemble à un habitat martien. Voilà quelques images de la simulation de 2006. Là aussi, c'est une image et quelques photos là-bas sur le stand. La Mars Society va faire une simulation de 365 jours à partir de l'été 2015 dans le Grand Nord canadien. J'ai participé avec les Autrichiens à des simulations en grotte glaciaire en Autriche. Voilà quelques vues. Et les Autrichiens, ça c'est en 2012, là en 2013, février 2013, ils ont fait 1 mois de simulation au Maroc. Donc on est reparti avec notre véhicule de reconnaissance de parois. Il y a eu tout un tas d'expériences différentes effectuées. Et puis la dernière, alors avec les scaphandres qui sont exposés sur le stand, là, qu'on a, nous, depuis 2012, j'ai fait une simulation le 14 mars dernier, donc c'est tout récent, aux falaises des Vaches Noires en Normandie. Et donc il y a quelques images sur le site, et on attend, il y aura un montage YouTube Dailymotion qui sera disponible cette semaine. Donc je mettrai sur le site planète-mars.com, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse.
Et j'en ai terminé, merci.